Dans la ville pittoresque de Bamberg vivait une femme admirée de tous. Greta Hoffmann était ce qu'on appelle une citoyenne modèle. À 72 ans, elle incarnait tout ce que le quartier appréciait dans l'ordre et la discipline allemand. Sa maison dans la Wilhelmstrasse était un véritable monument à la perfection, avec ses encadrements de fenêtres blancs repeints chaque mois et son jardin qui semblait tout droit sorti d'un catalogue de jardinage. Les roses fleurissaient en rangées bien ordonnées. La pelouse était tondue au millimètre près et pas une seule mauvaise herbe n'osait pointer le bout de son nez entre les dalles du trottoir. Greta était connue pour ses manières irréprochables. Chaque matin à 6h30, elle ouvrait les volets, toujours dans le même ordre, d'abord à gauche, puis à droite. À 7h, elle se tenait dans sa cuisine d'un blanc immaculé et préparait le petit déjeuner. Des petits pains frais de la boulangerie Zimmermann, au coin de la rue, de la confiture maison préparée avec les fruits de son propre jardin et du café aussi fort qu'il se doit pour une bonne ménagère allemande. Son mari, Helmut Hoffmann, fonctionnaire à la retraite âgé de 73 ans, avait pris sa retraite après 40 ans de service public et passait ses journées à s'adonner à son passe-temps favori, un train miniature détaillé dans sa cave qui représentait une version miniature parfaite du paysage bavarois. Les voisins appréciaient Greta pour sa fiabilité. Madame Berger, qui habitait en face, aimait dire qu'on pouvait régler sa montre sur Greta. À 8h pile, elle commençait ses tâches ménagères. À 10h pile, elle allait faire ses courses, toujours avec le même sac beige. Et à midi pile, le déjeuner était servi. Il n'y avait aucune dérogation à cet emploi du temps. La vie des Hoffmann était comme un mécanisme bien huilé, précise, prévisible et sans aucune surprise. Le mariage entre Greta et Helmut était ce qu'on appelait une union solide. Ils ne se parlaient pas beaucoup, mais ce n'était pas nécessaire. Après 45 ans de mariage, ils avaient développé un accord tacite. Helmut s'occupait de son train miniature, Greta du ménage, et tous deux vivaient côte à côte dans une coexistence paisible. La maison à 2 étages était le reflet de la personnalité de Greta. Chaque objet avait sa place attitrée. Les coussins du canapé étaient toujours disposés exactement selon le même angle. Les livres sur l'étagère étaient classés par taille, les dos parfaitement alignés. Dans la cuisine, les casseroles étaient suspendues par diamètre et les épices classées par ordre alphabétique. Il y avait un système pour tout, et ce système ne devait en aucun cas être perturbé. Greta éprouvait une profonde satisfaction lorsqu'elle parcourait son royaume parfaitement ordonné. Ici, elle avait le contrôle absolu. Ici, c'était elle qui décidait de ce qui se passait et quand cela se passait. Ici, il n'y avait pas de surprise, pas de désordre, pas d'écart par rapport au plan. Mais en mars 2014, ce monde parfaitement ordonné allait changer fondamentalement. La raison en était un appel téléphonique de Munich. Jonas Schneider, le fils unique de Greta, appela un jeudi soir. Sa voix semblait tendue, fatiguée, désespérée. Sa fille Emma, âgée de 15 ans, était atteinte d'une leucémie lymphatique aiguë. Le diagnostic était tombé 3 semaines auparavant comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Emma, la joyeuse jeune fille aux longs cheveux blonds, devait subir une chimiothérapie agressive. Le traitement allait durer des mois, peut-être plus. Jonas et sa femme Sarah Müller devaient rester jour et nuit auprès d'Emma, à la clinique de Munich, Grossadern, l'un des meilleurs hôpitaux en oncologie pédiatrique. Le problème venait de leur fils Léon, âgé de 17 ans. Le garçon était sur le point de passer son baccalauréat au lycée Kaiser Heinrich Gymnasium de Bamberg. Il ne restait plus que 3 mois avant les examens. Léon ne pouvait pas déménager à Munich, il devait aller à l'école, passer ses examens, continuer à vivre sa vie. Jonas demanda à sa mère une faveur qu'il n'aurait jamais voulu lui demander. Léon pourrait-il vivre chez ses grands-parents pendant les derniers mois avant le baccalauréat? Ce ne serait qu'une solution temporaire, jusqu'à ce qu'Emma soit suffisamment stable. Greta hésita un instant. Un garçon de 17 ans dans sa maison parfaitement ordonnée. Mais Jonas était son fils, Emma sa petite-fille.
et la famille était prioritaire. Elle a dit oui. Léon Schneider est arrivé à Bamberg un samedi pluvieux de mars. Jonas l'a conduit lui-même, un trajet de 3 heures depuis Munich. Le père avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des semaines. Il avait des cernes sous les yeux, n'était pas rasé et ses vêtements étaient froissés. Il avait accompagné Léon jusqu'à la porte d'entrée, l'avait serré dans ses bras et lui avait murmuré quelque chose à l'oreille. Puis il était reparti pour Munich, vers sa fille malade, vers un cauchemar dont il ne se réveillerait jamais. Léon se tenait dans le couloir de la maison de Greta avec 2 grandes valises et regardait autour de lui. Le garçon était grand pour son âge, mesurant près d'1,90 m, avec des cheveux foncés qui lui tombèrent sur le visage et des yeux ambrés qui reflétaient un mélange de tristesse et de défiance. Greta examina son petit-fils d'un œil critique. Elle avait vu Léon pour la dernière fois 2 ans auparavant, lors d'une brève réunion de famille. À l'époque, il était encore un enfant. À présent, c'était un jeune homme qui se tenait devant elle, avec de larges épaules, une barbe mal entretenue et des vêtements qui semblaient sortir tout droit du panier à linge. Son jean avait des trous aux genoux, son t-shirt arborait le logo d'un groupe que Greta ne connaissait pas et il portait aux pieds des baskets usées dont les lacets étaient à moitié défaits. Ce n'était pas le petit-fils bien élevé qu'elle avait imaginé. C'était un adolescent moderne, désordonné, ébouriffé et, à première vue, dépourvu de tout sens de l'ordre et de la discipline. Greta conduisit Léon dans sa chambre au 1er étage. C'était l'ancienne chambre d'enfant de Jonas, inchangée depuis 30 ans. Les murs étaient peints en bleu clair, le lit était soigneusement fait et sur le bureau se trouvait une vieille lampe que Jonas utilisait lorsqu'il était à l'école. Tout était propre, ordonné, impersonnel. Léon posa ses valises et regarda autour de lui. La chambre ressemblait à un musée, à une pièce qui n'était pas vraiment destinée à être habitée. Greta lui expliqua les règles de la maison tandis qu'il acquiesçait sans enthousiasme. Petit déjeuner à 7h15, déjeuner à 12h30, dîner à 18h30, pas de musique forte après 22h, pas de chaussures dans la maison, pas de désordre dans les pièces communes, ranger sa chambre tous les matins, mettre son linge sale dans le panier de la salle de bain. Léon écoutait, mais Greta voyait dans ses yeux qu'il n'écoutait pas vraiment. Le garçon était ailleurs dans ses pensées, auprès de sa sœur à Munich, auprès de ses parents, auprès de son ancienne vie. Greta ressentit un élan d'impatience. Elle avait un plan précis pour ces quelques mois. Léon allait s'adapter, s'intégrer, suivre les règles. Il serait un invité correct dans sa maison, puis, quand Emma serait guérie, il repartirait et tout reviendrait à la normale. Mais dès le premier soir, les premières fissures apparurent dans ce plan. Léon arriva à 19h30 pour le dîner, avec 1 heure de retard. Greta avait gardé le repas au chaud, mais les pommes de terre étaient devenues molles et la sauce avait formé une peau. Elle ne dit rien, mais son regard en disait long. Au cours des premières semaines, Léon essaya de s'adapter. Il se levait le matin, même si cela lui était visiblement difficile. Il mangeait aux heures prévues, même si son estomac n'était pas encore prêt. Il essayait d'être discret, même si sa nature était bruyante. Mais c'était comme essayer de contraindre une rivière sauvage à suivre un lit rectiligne. La nature de l'eau voulait couler, voulait s'étendre, voulait être libre. Léon était un adolescent typique du XXIe siècle. Il vivait avec son smartphone qu'il avait en permanence à la main. Il écoutait de la musique avec des écouteurs si forts que Greta pouvait entendre les basses dans toute la maison. Il dormait jusqu'à midi le week-end. Il laissait ses vêtements là où il les avait enlevés. Il oubliait des assiettes dans sa chambre. Il laissait des serviettes sur le sol de la salle de bain. Pour Greta, chacun de ses gestes était une attaque personnelle contre son sens de l'ordre. Chaque matin, lorsqu'elle entrait dans la chambre de Léon, elle devait se retenir pour ne pas crier. Le lit n'était pas fait, des vêtements étaient éparpillés sur le sol, des livres et des cahiers s'empilaient de manière chaotique sur le bureau, et partout traînaient ces objets modernes, câbles de recharge, écouteurs, paquets de chips vides.
C'était un champ de bataille en désordre, en contradiction totale avec tout ce que Greta représentait. Elle commença à ranger la chambre de Léon chaque matin dès qu'il était parti à l'école. Elle faisait le lit, pliait les vêtements, triait les livres. Elle se disait qu'elle l'aidait simplement, qu'une chambre bien rangée l'aiderait à étudier. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il s'agissait de bien plus que cela. Il s'agissait de contrôle. Il s'agissait d'imposer son ordre dans cette pièce qui devenait lentement mais sûrement le territoire de Léon. Helmut remarqua les tensions, mais il ne savait pas comment les gérer. Il passait encore plus de temps dans la cave, avec son train miniature. Là-bas, le monde était facile à gérer. Les petits trains roulaient sur leurs rails, toujours sur le même chemin, toujours à la même heure. Il n'y avait pas de conflit, pas d'adolescents, pas de changement. Lorsque Greta se plaignait de Léon auprès de lui, il se contentait d'acquiescer et de marmonner quelque chose à propos de compréhension et de patience. Le garçon traverse une période difficile, disait-il alors. Sa sœur lutte pour survivre. Nous devons être indulgents. Mais Greta ne voulait pas être indulgente. Elle voulait de l'ordre. Elle voulait du contrôle. Elle voulait retrouver sa vie. Léon, quant à lui, se sentait prisonnier. La maison de ses grands-parents était comme une cage dorée. Tout était parfait, tout était propre, tout était ordonné. Mais il ne se sentait pas chez lui. Il avait l'impression d'être dans une exposition où il était interdit de toucher quoi que ce soit. Chaque soir, il téléphonait à ses parents à Munich. Sa mère, Sarah, semblait fatiguée. Sa voix se brisait souvent lorsqu'elle parlait d'Emma. La chimiothérapie était brutale. Emma avait perdu tous ses cheveux. Elle était faible. Elle souffrait constamment. Mais elle se battait. C'était une battante. Léon voulait sans cesse demander quand il pourrait les rejoindre, quand il pourrait rendre visite à Emma, quand cette situation serait enfin terminée. Mais il ne posait pas ces questions. Ses parents avaient déjà assez de soucis. Il ne voulait pas être un fardeau supplémentaire. Il serrait donc les dents et essayait de s'en sortir tant bien que mal. Il allait à l'école, il révisait son baccalauréat, il essayait de respecter les règles de Greta. Mais chaque jour, cela devenait plus difficile. Les remontrances constantes, les regards critiques, les commentaires sur ses vêtements, ses cheveux, sa musique, sa façon de manger, c'était comme une pression constante qui, lentement mais sûrement, devenait de plus en plus forte. Greta, quant à elle, se sentait de plus en plus dépassée. Toute sa vie, elle avait contrôlé son environnement. Elle avait fixé les règles et tout le monde les avait respectées. Mais Léon ne respectait pas ces règles, non pas parce qu'il était rebelle, mais simplement parce qu'il fonctionnait différemment. Pour lui, quelques chaussettes par terre n'était pas une catastrophe. Pour lui, écouter de la musique jusqu'à minuit était normal. Pour lui, manger spontanément quand il avait faim était tout à fait naturel. Les voisins ont remarqué les premiers changements. Madame Berger a raconté plus tard qu'elle voyait parfois la lumière allumée dans la chambre de Léon tard le soir et qu'elle entendait parfois des voix qui se disputaient. C'était inhabituel. La maison des Hoffmann avait toujours été un lieu de silence. À 22 heures pile, les lumières s'éteignaient. C'était une règle qui n'avait jamais été enfreinte. Mais désormais, il y avait des écarts, des fissures dans cette façade parfaite. Monsieur Vogt, le voisin d'à côté, remarqua que Greta semblait tendue lorsqu'elle faisait ses courses. Ses mouvements étaient plus rapides, plus agités. Le calme et la sérénité légendaire dont elle avait toujours fait preuve semblaient s'effriter. C'est à la fin du mois d'avril que le premier incident vraiment grave s'est produit. Léon avait invité des amis de sa classe à venir réviser ensemble pour les examens du baccalauréat. Il n'avait pas demandé l'avis de Greta, il l'avait simplement fait. 3 camarades de classe sont venus le samedi après-midi. Ils avaient apporté des cartons de pizza, des bouteilles de coca, et ils étaient bruyants, comme le sont souvent les adolescents. Ils riaient, discutaient, écoutèrent de la musique. Greta n'était pas à la maison, elle était à son café hebdomadaire avec les dames de la paroisse. Lorsqu'elle est rentrée à 17 heures et qu'elle a trouvé ces jeunes inconnus dans son salon, elle s'est figée.
La scène qui s'offrait à elle était son pire cauchemar. Des boîtes de pizza sur sa table basse, qui étaient encore impeccables la veille. Des bouteilles de coca sans dessous de verre directement sur le bois, des miettes sur son tapis, et 4 adolescents qui discutaient bruyamment de formules mathématiques. Léon vit sa grand-mère debout dans l'embrasure de la porte et comprit immédiatement son erreur. « Grand-mère, ce sont mes amis, » dit-il rapidement. « Nous révisons pour les examens. J'ai oublié de te demander. » Greta ne dit rien. Elle resta simplement là, à regarder le désordre dans son salon. Les 3 amis sentirent la tension et prirent congé précipitamment. Lorsque la porte se referma derrière eux, la tempête éclata. « Comment oses-tu amener des étrangers chez moi sans me demander mon avis ?» siffla Greta. Sa voix était douce, mais dangereuse. « Regarde ce que vous avez fait. Regarde ce désordre. » Léon regarda la table basse et ne vit que quelques boîtes de pizza. Pour lui, ce n'était pas du désordre, c'était normal. « Grand-mère, nous avons seulement étudié, » dit-il. « Je vais tout ranger. » Mais Greta ne l'écoutait pas. Elle ne voyait que la violation de son ordre, le non-respect de ses règles, la perte de contrôle. « Tu ne me respectes pas, » dit-elle, les mains tremblantes. « Tu ne respectes pas ma maison, tu ne respectes rien. »« Ce n'est pas vrai, » protesta Léon. « J'essaie vraiment de m'adapter. J'ai juste oublié de demander. »« Tu oublies tout le temps quelque chose, » l'interrompit Greta d'un ton sec. « Tu oublies de ranger ta chambre, tu oublies d'être à l'heure, tu oublies que tu n'es qu'un invité ici. » Léon sentit la colère monter en lui. « Un invité ? Je suis ton petit-fils. Ma sœur est à l'hôpital et se bat pour sa vie. Je suis ici parce que mes parents ne peuvent être nulle part ailleurs. Je n'ai pas choisi cette situation. » Ces mots frappèrent Greta comme des gifles. Elle savait qu'il avait raison. Elle savait que la situation n'était pas de sa faute. Mais cela ne changeait rien à son sentiment de perte de contrôle. « Range ça immédiatement, » dit-elle d'une voix glaciale, « et va dans ta chambre. » Léon rangea, ramassa les boîtes de pizza, essuya la table, aspira les miettes. Mais le mal était fait. À partir de ce jour, la relation entre lui et sa grand-mère fut empoisonnée. Ce n'était plus seulement de la tension, c'était de l'hostilité ouverte. Greta commença à critiquer Léon pour chaque petite chose. Ses cheveux étaient trop longs, ses vêtements étaient inappropriés, sa musique était trop forte, ses amis étaient de mauvaise fréquentation. Rien de ce qu'il faisait n'était bien. Léon s'est de plus en plus renfermé. Il passait la plupart de son temps dans sa chambre, porte fermée, écouteurs sur les oreilles. Il ne parlait presque plus à ses grands-parents. Quand ils mangeaient ensemble, un silence glacial régnait. Helmut essayait parfois d'engager la conversation, mais ses tentatives restaient vaines. La situation empirait de semaine en semaine. Greta n'arrivait plus à dormir. Elle restait éveillée la nuit et réfléchissait à la façon dont sa vie parfaitement ordonnée avait basculé. Elle avait des maux de tête, des problèmes d'estomac, des palpitations cardiaques. Le médecin de famille lui prescrivit des calmants, mais ils ne l'aidèrent pas vraiment. Le problème ne venait pas de ses nerfs. Le problème, c'était Léon. Le problème, c'était la perte de contrôle. Fin mai, Greta fit une découverte qui allait tout changer. Elle était de nouveau dans la chambre de Léon pour ranger, bien qu'il lui ait expressément demandé de ne pas le faire. Sous son lit, elle trouva une petite boîte en fer. Curieuse, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un sac en plastique contenant du cannabis séché, peut-être 5 grammes, et plusieurs comprimés qu'elle ne parvint pas à identifier. Greta fixait les drogues dans sa main et sentait quelque chose se briser en elle. Son petit-fils, dans sa maison, avec de la drogue. Ce n'était pas seulement une violation de ses règles, c'était criminel, c'était dangereux, c'était la preuve que Léon était hors de contrôle. Elle prit la boîte et attendit Léon. Quand il rentra de l'école dans l'après-midi, elle se tenait dans le salon, la boîte posée sur la table devant elle. « Explique-moi ça !» dit-elle d'une voix tremblante de colère contenue.
Léon se figea en voyant la boîte de conserve sur la table. Son regard passa de la boîte à sa grand-mère et il comprit immédiatement le désastre. Greta se tenait devant lui comme une juge, les bras croisés, le visage déformé par un masque de mépris. « Tu fouilles dans mes affaires », dit Léon, sa voix plus désespérée qu'en colère. « Tu n'avais pas le droit. »« J'ai tout à fait le droit », répondit Greta d'un ton glacial. « C'est ma maison. Et tu y apportes de la drogue. Tu sais ce que cela signifie? Tu sais ce que les voisins vont penser ?» Léon tenta de s'expliquer. Le cannabis était une erreur, un écart de conduite. Un ami le lui avait donné, et il en avait pris quelques fois, lorsque les pensées d'Emma l'empêchèrent de dormir. Les comprimés étaient de la Ritaline, prescrite à un camarade de classe qui affirmait qu'il l'aidait à étudier. Léon ne les avait jamais prises, il les avait simplement conservées. Mais Greta ne l'écoutait pas. Pour elle, les drogues étaient des drogues, quelle que soit l'explication. « Tu es en train de sombrer dans la criminalité », dit-elle d'une voix stridente. « Je ne te laisserai pas détruire ma maison, ma réputation, ma famille. » Léon sentit sa propre colère monter. « Je ne détruis rien », cria-t-il. « Ma sœur est en train de mourir, et tout ce qui t'importe, c'est ta fichue réputation. » Greta leva la main et le gifla. La gifle frappa Léon de plein fouet sur la joue. Le bruit résonna dans le salon comme un coup de feu. Tous deux restèrent là, sous le choc, incapables de croire ce qui venait de se passer. En 72 ans, Greta n'avait jamais frappé personne, pas même son propre fils. Léon se tenait la joue brûlante et fixait sa grand-mère. Ses yeux étaient remplis de larmes, non pas à cause de la douleur, mais à cause du sentiment de trahison. Sans un mot, il se retourna et courut vers l'escalier. La porte de sa chambre claqua si fort que les cadres photos dans le couloir en tremblèrent. Greta resta seule, la main encore tremblante après le coup. Elle regarda sa paume comme si elle ne lui appartenait pas. Qu'avait-elle fait? Mais elle entendit alors Léon parler au téléphone, sa voix agitée traversant la porte de la chambre. « Elle m'a frappé, maman. Je n'en peux plus. S'il te plaît, je peux venir chez vous ?» Greta écouta depuis l'escalier. Elle entendit la voix désespérée de Sarah à l'autre bout du fil. Elle ne comprenait pas les mots, mais elle comprenait le ton. La demande de tenir bon. L'explication qu'Emma avait besoin d'elle. L'assurance que ce ne serait plus que pour quelques mois. Léon pleurait, un garçon de 17 ans qui essayait d'être fort, mais qui n'en pouvait plus. Lorsque la conversation prit fin, Greta n'entendit plus que le silence dans sa chambre. Un silence plus lourd que n'importe quel mot. Helmut sortit de la cave le soir, ignorant tout du drame qui venait de se dérouler. Greta lui parla de la drogue, mais ne mentionna pas la gifle. « Ce garçon est dangereux, dit-elle à son mari. Nous devons faire quelque chose avant que la situation ne s'aggrave. » Helmut était inquiet, mais désemparé. « Nous devrions peut-être parler à Jonas, suggéra-t-il. Greta secoua la tête. « Jonas a déjà assez de problèmes. Emma est plus importante. Nous devons régler cela nous-mêmes. »« Mais comment ?» Helmut posa la question que Greta ne voulait pas se poser. Elle ne savait pas, pas encore. Cette nuit-là, Greta ne parvint pas à dormir. Elle pensait à sa voisine, Madame Weber, qui avait été agressée 1 an auparavant. Madame Weber avait ensuite acheté une arme pour se défendre. « On ne sait jamais quand on aura besoin de se protéger », avait-elle dit à Greta. « Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. » Greta était allongée dans le noir et repensait à cette conversation. Une arme, un moyen de se défendre, un moyen de contrôle. Cette idée s'était implantée dans son esprit comme une graine qui commençait lentement à germer. Elle se sentait menacée dans sa propre maison. Menacée par un garçon de 17 ans qui prenait de la drogue, qui ne la respectait pas, qui détruisait son ordre. N'était-ce pas son droit de se protéger? Le lendemain matin, après une nuit blanche, Greta prit une décision. Elle surveillerait Léon. Elle documenterait ce qu'il faisait. Et elle se protégerait si nécessaire. L'idée de l'arme ne la quittait plus. C'était comme un murmure dans sa tête qui devenait chaque jour plus fort.
Le jeudi matin, Greta se rendit à Nuremberg. Elle dit à Helmut qu'elle avait rendez-vous chez son médecin spécialiste pour un examen de routine. Ce n'était pas vrai. Son véritable objectif était un magasin d'armes près de la gare centrale qu'elle avait trouvé sur Internet. Le magasin s'appelait Fränkische Sicherheitstechnik, technique de sécurité franconienne, et avait pour slogan « Votre protection est notre mission ». Les vitrines étaient discrètes, aucune arme voyante, seulement des présentoirs élégants avec des systèmes de sécurité et des alarmes. Greta entra dans le magasin, le cœur battant. À l'intérieur, ça sentait l'huile et le métal. Un homme d'âge moyen, soigné et poli, l'accueillit. « Comment puis-je vous aider, madame ?» Greta s'éclaircit la gorge. Sa voix semblait plus ferme qu'elle ne se sentait. « J'ai besoin de protéger ma maison. La situation là-bas est devenue difficile. » Le vendeur acquiesça d'un air compréhensif, comme s'il avait déjà entendu ces mots 100 fois. Il la conduisit vers une vitrine présentant différents modèles. « Pour la protection domestique, je recommande ce modèle-ci, » dit-il en désignant un pistolet compact. Un Walther PPK, fiable, pas trop lourd, idéal pour les utilisateurs inexpérimentés. Greta acquiesça, même si elle n'y connaissait rien en armes. Le vendeur lui expliqua la réglementation allemande, permis de port d'armes, casier judiciaire, examen d'aptitude, délai d'attente. Tout était légal et en règle. « Avez-vous déjà utilisé des armes à feu ?» demanda-t-il. « Non, mais j'apprends vite, » répondit Greta. « C'est bien, » dit l'homme en souriant. « La responsabilité est la chose la plus importante. Nous proposons également des cours, des formations à la sécurité et des exercices de tir au club de tir local. » Greta s'inscrivit à tout. Elle remplit les formulaires, donna ses coordonnées et paya les frais. « Le processus prendrait 6 semaines, » expliqua le vendeur. « D'ici là, il pourrait effectuer la vérification des antécédents et délivrer l'autorisation. 6 semaines. Greta pouvait attendre 6 semaines. Entre-temps, elle commença le cours de sécurité. Tous les mardis et jeudis, elle se rendait à Nuremberg, soi-disant pour suivre des séances de physiothérapie pour ses maux de dos. Helmut ne posa aucune question. Le cours avait lieu dans un club de tir à la périphérie de la ville. Les autres participants étaient un mélange hétéroclite de dames âgées, d'hommes d'affaires et de jeunes femmes qui, pour diverses raisons, souhaitaient posséder une arme. Le formateur, un policier à la retraite nommé Monsieur Krause, était sévère mais juste. Il leur enseignait les bases, la sécurité, le maniement, le tir. Greta fit une découverte surprenante. Elle avait du talent. Ses années de discipline, sa main sûre, sa capacité de concentration faisaient d'elle une excellente tireuse. Lors de son premier tir d'entraînement, elle toucha 8 cibles sur 10. Monsieur Krause était impressionné. « Madame Hoffmann, vous avez un don naturel, » lui dit-il. « Avec un peu d'entraînement, vous pourriez participer à des compétitions. » Greta ressentit une pointe de fierté. Ici, au stand de tir, elle avait repris le contrôle. Ici, tout obéissait à ses ordres. La détente, la balle, la cible. Tout se déroulait selon sa volonté. À la maison, la situation continuait de se détériorer. Léon et Greta ne se parlaient presque plus. Lorsqu'ils se croisaient, c'était avec des regards glaciaux et des mots laconiques. Léon passait de plus en plus de temps hors de la maison, chez des amis, à la bibliothèque, n'importe où, sauf à la maison. Lorsqu'il rentrait tard le soir, Greta sentait parfois l'odeur du cannabis sur ses vêtements. Elle ne disait rien, mais elle notait tout dans un petit carnet. La date, l'heure, ses observations. Elle rassemblait des preuves pour le jour où elle en aurait besoin. Début juillet, 6 semaines après sa première visite, Greta obtint l'autorisation. Le Walther PPK lui appartenait désormais officiellement. Elle alla le chercher, ainsi qu'une boîte de munitions, et rentra chez elle. Helmut était à son club d'échecs hebdomadaire. Léon était chez des amis. Greta était seule. Elle se rendit dans sa chambre, ouvrit le tiroir du bas de sa commode et plaça l'arme entre les draps qu'elle gardait pour des invités qui ne venaient jamais. Le pistolet était là, noir et froid. Un secret qu'elle était la seule à connaître. Greta se sentait en sécurité pour la première fois depuis des mois.
Elle avait repris le contrôle. Si Léon venait à devenir vraiment dangereux, s'il venait à dépasser les limites, elle serait prête. L'arme était son assurance, son protecteur silencieux. Au cours des semaines suivantes, le comportement de Greta changea subtilement. Elle devint plus sûre d'elle, plus directe dans ses exigences envers Léon. S'il la contredisait, elle pensait à l'arme dans son tiroir et se sentait forte. Léon remarqua le changement, mais ne parvint pas à l'expliquer. Sa grand-mère semblait différente, plus dure, plus dangereuse en quelque sorte. Il en parla à son père au téléphone. « Papa, grand-mère est devenue bizarre. Elle me regarde parfois comme si elle préparait quelque chose. » Jonas, épuisé par le traitement d'Emma, tenta de le rassurer. « Elle est vieille, Léon. Elle est dépassée par la situation. Essaie d'être patient. » Mais la patience était une chose qui commençait à manquer aux deux parties. L'arme dans la maison était comme une bombe à retardement. Personne n'était au courant, personne sauf Greta. Et chaque jour, alors que les tensions montaient, le moment où cette bombe exploserait se rapprochait. Fin juillet, la police est intervenue pour la première fois. Greta a appelé le numéro d'urgence 110 un vendredi soir. Sa voix était paniquée, désespérée. « Mon petit-fils est hors de contrôle. Il prend de la drogue et devient agressif. J'ai peur. » Deux policiers, M. Fischer et Mme Neumann, sont arrivés 20 minutes plus tard. Ils ont trouvé une dame âgée bouleversée et un adolescent désorienté. Léon était assis dans le salon, sobre et calme. Il n'a pas complètement nié les accusations de consommation de drogue, admettant consommer occasionnellement du cannabis, mais il ne montrait aucun signe d'agressivité. « Vous a-t-il menacé physiquement ou agressé ?» a demandé Mme Neumann directement à Greta. La vieille femme a hésité. « Pas directement, mais il devient de plus en plus imprévisible. Je ne me sens plus en sécurité dans ma propre maison. » Les policiers ont échangé des regards. Ils voyaient là une affaire familiale, pas une situation criminelle. Monsieur Fischer prit Léon à part. « Jeune homme, votre grand-mère s'inquiète. Avez-vous pensé à demander l'aide d'un professionnel, peut-être un conseiller familial ?» Léon se sentait humilié. Il n'avait rien fait, et pourtant il le traitait comme un criminel. Après le départ de la police, un silence glacial régnait. « Tu as appelé la police, » dit Léon stupéfait, « à cause de moi. »« Je fais ce qu'il faut pour me protéger, » répondit Greta froidement. À partir de ce moment, tous les ponts entre eux furent coupés. Léon se replia complètement sur lui-même. Il ne parlait plus que le strict nécessaire, mangeait souvent à l'extérieur et rentrait tard à la maison. Greta continua à tout documenter. Elle photographia sa chambre en désordre avec son téléphone portable. Elle notait chaque fois qu'il rentrait tard. Elle rassemblait des preuves comme si elle préparait un procès. Helmut est devenu une ombre dans sa propre maison. Il passait presque toute la journée dans la cave. Les tensions à l'étage étaient devenues insupportables. Quand il regardait sa femme, il ne la reconnaissait plus. La Greta douce et maîtrisée avait laissé place à une femme dure et amère. Début août, Léon reçut une lettre du tribunal cantonal de Bamberg. Il avait été arrêté lors d'un contrôle de police avec 3 grammes de cannabis. Cela s'était passé 2 semaines auparavant, tard dans la nuit, alors qu'il rentrait chez lui après avoir rendu visite à un ami. La police l'avait contrôlé comme d'habitude et avait trouvé le cannabis dans la poche de sa veste. Il devait désormais comparaître devant le tribunal pour mineurs. Il s'agissait d'une audience formelle. Et ce type d'affaires se soldait généralement par une amende et un avertissement. Mais Greta y vit une opportunité. Elle insista pour accompagner Léon. « Tu es mineur, » dit-elle. « Je suis responsable de toi. » L'audience était prévue le 12 août. Greta et Léon se rendirent à Bamberg en silence. Dans la salle d'audience se trouvait la juge Petra Lange, une juge pour mineurs expérimentés qui avait vu des centaines de cas similaires. « Léon Schneider » appela-t-elle. Le garçon se leva, nerveux mais calme. « Vous êtes ici pour possession d'une petite quantité de cannabis. Comprenez-vous la gravité de la situation ?
Oui, madame la juge, répondit Léon, c'était stupide. Cela ne se reproduira plus. Le docteur Lange acquiesça et feuilleta le dossier. Vous vivez chez vos grands-parents? Oui, ma sœur est gravement malade. Mes parents sont à Munich avec elle. La juge se tourna vers Greta. Madame Hoffmann, quelle est la situation à la maison? C'était le moment tant attendu par Greta. Elle avait espéré cette occasion. Madame la juge, je dois être honnête. Mon petit-fils consomme régulièrement de la drogue. Il rentre souvent tard à la maison, sous l'emprise de l'alcool. Il devient de plus en plus irrespectueux et, je le crains, agressif. J'ai déjà dû appeler la police. Léon sursauta choqué. C'est un mensonge. Je n'ai jamais été agressif. Greta continua imperturbablement. Il m'a menacé à plusieurs reprises. J'ai 72 ans et j'ai peur de mon propre petit-fils. Le docteur Lange fronça les sourcils. Cela changeait considérablement la situation. Léon, est-ce vrai? Avez-vous menacé votre grand-mère? Non, c'est un mensonge éhonté, s'écria Léon, désespéré. Elle invente tout cela. La juge se trouvait dans une position difficile. Devant elle se trouvait une dame âgée respectable qui semblait avoir peur et un adolescent en colère avec une consommation de drogue avérée. Léon, je te condamne à 6 mois de prison avec sursis. Je t'impose également 40 heures de travaux d'intérêt général et des contrôles mensuels de dépistage de drogue. Léon était abasourdi. Ce qui aurait dû se terminer par un simple avertissement s'était transformé en une véritable sanction, uniquement à cause des mensonges de Greta. Le trajet du retour fut un véritable enfer. Léon resta silencieux jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison. Puis, il explosa. « Pourquoi as-tu menti? Pourquoi as-tu dit à la juge que je t'avais menacé ?»« Je n'ai pas menti, » répondit Greta d'un ton glacial. « Tu me menaces tous les jours par ta simple présence. C'est malsain, tu es malsain. » Léon chercha ses mots. « Je vais appeler papa, il doit savoir il hésita, quelle personne manipulatrice tu es. » Ce mot frappa Greta comme un coup de poing. « Va dans ta chambre, » dit-elle d'une voix tremblante. « Non, » cria Léon, « ce n'est pas seulement ta maison. » À ce moment-là, Helmut sortit de la cave. Il vit la confrontation et tenta de s'interposer. « Que s'est-il passé ? Ta femme a menti au tribunal, » cria Léon. « Elle a tout gâché. » Helmut regardait les deux avec un air désemparé. « Greta, est-ce vrai ? Ce garçon est dangereux, » dit Greta à son mari. « Tu dois me croire. » Léon se tourna vers l'escalier. « Je fais mes valises, je pars d'ici. »« Tu ne vas nulle part, » cria Greta. « Tu es en liberté conditionnelle. Si tu pars, tu iras en prison. » Léon s'arrêta, se retourna. Son visage était un masque de haine et de désespoir. « Alors la prison vaut mieux qu'ici avec toi. » Il disparut dans sa chambre. On l'entendait téléphoner, sa voix désespérée traversait la porte. Greta resta en bas, les mains serrées en poing. Dans sa commode, à quelques mètres de là, la solution à tous ses problèmes l'attendait. L'arme n'était plus seulement un objet, elle était devenue une partie intégrante de ses pensées. Et le jour où elle l'utiliserait approchait inexorablement. Le 15 août 2014 commença dans une normalité trompeuse. Le soleil brillait sur Bamberg. Les oiseaux chantaient dans le jardin parfaitement entretenu de Greta. Rien ne laissait présager que ce serait le jour où tout s'écroulerait. Léon avait rendez-vous avec son agent de probation, le premier contrôle mensuel depuis le jugement du tribunal. Il semblait nerveux au petit déjeuner. Il ne mangeait presque rien. Greta l'observait d'un regard difficile à interpréter. À 14 heures, Helmut quitta la maison. Son ami d'échecs l'avait appelé pour lui proposer une rencontre spontanée au café de la place du marché. « Tu ne viens pas avec moi ?» demanda-t-il à Greta. « Non, j'ai mal à la tête, » répondit-elle. « Vas-y, profite de ton après-midi. » C'était une décision délibérée. Greta voulait être seule avec Léon. Lorsque la porte d'entrée se referma derrière Helmut, le silence régnait. Léon revint de chez l'assistante sociale à 15 heures. Le contrôle s'était bien passé, mais il semblait tendu. Il se rendit directement dans la cuisine pour se servir un verre. Greta l'attendait dans le couloir. « Il faut qu'on parle, » dit-elle. Léon soupira. « Grand-mère, je n'ai pas envie de discuter. »« Tu n'as jamais envie, » l'interrompit-elle sèchement.
Tu ne veux jamais entendre ce que j'ai à dire. Tu ne me respectes pas. Le respect, ça se mérite, répondit Léon d'un ton las. Et tu as perdu tout respect quand tu as menti au tribunal. Ces mots frappèrent Greta comme des coups de couteau. Sa main glissa dans la poche de son cardigan où se trouvait le Walther PPK. Elle l'avait sorti de la commode ce matin pour la première fois depuis des semaines. Aujourd'hui, elle avait envie de le porter sur elle. « Je n'ai pas menti », dit-elle d'une voix dangereusement calme. « Tu es une menace pour moi. » Léon rit amèrement. « Une menace. J'ai 17 ans. Tu es devenu paranoïaque. Alors je peux résoudre le problème, » dit Greta en sortant l'arme. Léon se figea. Pendant un moment qui lui parut interminable, il fixa le pistolet dans la main de sa grand-mère. « Grand-mère, qu'est-ce que tu fais » murmura-t-il. Sa voix tremblait. « Je me protège » répondit Greta. « C'est mon droit. » Léon leva lentement les mains. « C'est fou, range cette arme, s'il te plaît. » Mais Greta ne l'écoutait pas. Dans son esprit, les derniers mois s'étaient fondus en un seul récit. Léon était un intrus, un destructeur de son ordre, une menace. Elle avait perdu le contrôle pendant des mois, mais maintenant, avec l'arme à la main, elle l'avait retrouvé. Léon fit un pas en arrière vers l'escalier. « Je m'en vais, dit-il désespérément. Je disparais de ta vie. »« Trop tard, répondit Greta. Le premier coup de feu résonna dans la maison comme un coup de tonnerre. Léon hurla, touché à l'épaule par la balle. Il trébucha en arrière, du sang coulant à travers sa chemise. « Au secours » cria-t-il. « Que quelqu'un m'aide. » Les mains tremblantes, il sortit son téléphone portable de sa poche et composa le 112. « Urgence ! Quel est votre problème ?» demanda une femme. « Ma grand-mère, haleta Léon. Elle m'a tiré dessus. Je saigne. Envoyez de l'aide, s'il vous plaît. Où êtes-vous ? Au 42 Wilhelmstrasse à Bamberg. Vite, s'il vous plaît. » Le deuxième coup de feu l'atteignit à la poitrine. Léon s'effondra sur la dernière marche de l'escalier. Le téléphone lui échappa presque des mains. À l'autre bout du fil, la standardiste entendit tout. Le coup de feu, le cri de douleur, le bruit d'un corps qui tombe. « Restez en ligne » cria-t-elle. « Les secours sont en route. » Greta se tenait au-dessus de son petit-fils, l'arme toujours pointée sur lui. Il n'y avait aucun remords dans ses yeux, seulement une froide certitude. Elle avait fait ce qui devait être fait. Léon luttait pour respirer, le sang remplissait ses poumons. Les derniers mots qu'il entendit avant de perdre connaissance furent la voix de Greta au téléphone. « Ici Greta Hoffmann. J'ai tiré sur mon petit-fils. Il m'a attaqué. » C'était de la légitime défense. Les sirènes hurlaient déjà au loin. La police arriva à la maison de la Wilhelmstrasse à 15h23. Le policier Thomas Weber fut le premier à entrer dans le couloir et découvrit une scène qui le hanterait à jamais. Léon Schneider gisait dans une mare de sang, 2 blessures par balle à l'épaule et à la poitrine, à peine conscient. Greta Hoffmann se tenait à côté. Elle avait déjà posé l'arme par terre. Ses mains étaient étonnamment calmes. « Il m'a attaqué », dit-elle d'une voix ferme. « J'ai dû me défendre. Les ambulanciers se sont battus pour sauver la vie de Léon. Opération d'urgence à la clinique de Bamberg. 4 heures sur la table d'opération. » Une balle avait frôlé son cœur de quelques millimètres, l'autre avait transpercé son poumon. Il survécut, mais de justesse. Jonas et Sarah se précipitèrent depuis Munich, laissant Emma seule à l'hôpital pour la première fois. Lorsqu'ils virent leur fils aux soins intensifs, relié à des machines, ils s'effondrèrent tous les deux. « Comment cela avait-il pu arriver ?» répétait Sarah en pleurant. « Comment une grand-mère avait-elle pu faire une chose pareille ?» Helmut est revenu de sa partie d'échecs et a trouvé sa maison pleine de policiers. Lorsqu'il a appris ce qui s'était passé, il a fait une dépression nerveuse. La femme avec laquelle il était marié depuis 45 ans avait tiré sur son propre petit-fils. « Je ne la reconnais plus » sanglotait-il. Elle était toujours si maîtresse d'elle-même. L'enquête a systématiquement démoli l'argument de légitime défense avancé par Greta. L'enregistrement de l'appel d'urgence était accablant. On entendait Léon appeler à l'aide, on entendait les coups de feu, on entendait la voix froide de Greta. L'analyse médico-légale a montré que Léon s'était enfui, qu'il n'avait pas attaqué. Des traces de sang menaient à l'escalier, preuve de sa fuite.
Greta n'avait aucune blessure. Le procès a débuté en février 2015 devant le tribunal régional de Bamberg. Le procureur Heinrich Braun a engagé des poursuites pour tentative de meurtre. Greta Hoffmann a acheté une arme en toute légalité, a systématiquement menti aux autorités au sujet de son petit-fils, puis l'a abattu de sang-froid alors qu'elle était seule avec lui. L'enregistrement de l'appel d'urgence ne montre pas un cas de légitime défense, mais une exécution. La défense a invoqué l'âge de Greta et une prétendue menace, mais les preuves étaient accablantes. Leon a témoigné depuis son fauteuil roulant. Une balle avait endommagé ses nerfs et ses jambes étaient partiellement paralysées. « Elle a tiré parce que je l'ai contredite », a-t-il déclaré d'une voix fragile. « Il n'y a pas eu d'agression. Elle voulait avoir le contrôle total. » Le psychiatre Dr Wolfgang Klein a diagnostiqué chez Greta un trouble de la personnalité narcissique avec besoin compulsif de contrôle. L'accusé était pleinement responsable de ses actes. Le crime était prémédité. Le 12 mars 2015, la juge Dr Sabine Wagner a prononcé le verdict. Le tribunal est convaincu qu'il ne s'agissait pas d'un acte de légitime défense. L'accusé a tiré par frustration d'avoir perdu le contrôle. Nous condamnons Greta Hoffmann à 18 ans de prison pour tentative de meurtre. Greta a purgé sa peine à la prison d'Aishach. Elle n'a jamais montré de remords et a continué à affirmer qu'elle était dans son droit. Après 11 ans, elle a été libérée prématurément en raison de son âge et de son état de santé. Aujourd'hui, âgée de 83 ans, elle vit dans un petit appartement à Schweinfurt. Léon a aujourd'hui 30 ans. Il est partiellement paralysé et n'a plus jamais reparlé à sa grand-mère. Emma a survécu à la leucémie et est aujourd'hui enseignante. Jonas et Sarah ont divorcé, le stress ayant détruit leur mariage. Helmut est mort en 2019, le cœur brisé. La maison de la Wilhelmstrasse est vide. Malgré les rénovations, les taches de sang dans le couloir sont encore visibles. Une famille a été détruite parce que le contrôle est devenu plus important que l'humanité. L'enregistrement de l'appel d'urgence reste un rappel que derrière les façades parfaites se cachent souvent des âmes brisées. Et parfois, les plus grands dangers ne sont pas ceux que nous craignons, mais ceux que nous ne voulons pas voir.